il me semble qu'elle va être sur le concept de vulnérabilité vu de l'œil du philosophe, de l'œil de l'historien, enfin l'historienne du droit d'ailleurs, vu de l'économiste. Si j'ai bien regardé, après on va resserrer sur des concepts plus juridiques, et puis demain après-midi, il y aura à nouveau un élargissement des regards portés. Il y aura à nouveau des économistes, un petit peu de gestion peut-être ou de sociologie. Donc, pour cette première session, je vais essayer de respecter les horaires qui sont déjà un petit peu entamés. Donc, je vais commencer tout de suite par donner la parole pour 20 minutes. L'organisation, hein, donc, on va donner 20 minutes à chacun des intervenants. Je vous les présenterai les uns après les autres, ce qui va nous économiser un tout petit peu de temps. Et puis, l'idée, c'est que les questions seront posées après l'ensemble des interventions. Donc, Guillaume Leblanc va prendre la parole, qui est donc professeur de philosophie à l'Université de Paris-Est Créteil, pour nous parler de la généalogie de la vulnérabilité. Merci, merci beaucoup. Donc, je vais tout de suite, puisque le temps est compté, démarrer dans le vif du sujet en précisant qu'il s'agit là d'un travail qui est amené à apparaître au seuil à la rentrée dans la collection La République des idées, sous le titre « Les vulnérables ». Donc, il sera question ici de quelques éléments seulement. Il ne va pas de soi que nous nous définissions aujourd'hui comme des vulnérables. Je veux dire par là, au fond, que la définition de l'homme comme quelqu'un de vulnérable est une chose relativement récente, sans aller jusqu'à penser que c'est une figure qui disparaîtra aussi soudainement qu'elle est apparue. La vulnérabilité m'apparaît au contraire comme un mot, j'insisterai beaucoup sur le fait qu'il s'agit d'un mot avant tout, d'une catégorie, comme un mot consistant, durable. Comment comprendre finalement la durabilité de la vulnérabilité? Je tracerai 3 lignes de réflexion. La première portera sur le vocabulaire de la vulnérabilité qui est à ce point omniprésent que même les données maintenant, on l'a appris à l'instant, sont vulnérables. Ma seconde ligne de réflexion portera sur le traitement de l'homme par l'homme qui en résulte, à savoir une compréhension de l'individu comme être souffrant. Et j'essaierai ensuite, très rapidement, de proposer une piste de réflexion pour repenser la question sociale aujourd'hui à partir de la vulnérabilité. Premier point, donc. L'emploi du terme de vulnérabilité est relativement récent en France et dans les autres pays. Il est utilisé pour la première fois en France en 1836 par Balzac comme dérivatif de vulnérable, qui signifie la nature imparfaite d'une chose ou le point faible d'un argumentaire. Le terme de vulnérable a été emprunté au bas latin vulnerabilis, qui possédait 2 sens, pouvoir être blessé, vulnus, mais aussi pouvoir blesser. Si la vulnérabilité en vient à désigner la possibilité d'être blessé, il est intéressant de remarquer que tous les mots actifs qui renvoient à la possibilité de blesser, comme le verbe vulnérer ou le substantif vulnération, ont pratiquement disparu de la langue française et que seule désormais importe l'exposition passive à une blessure. En fait, lorsque le terme de vulnérabilité se fixe au XIXe siècle, il en vient à condenser 2 sens. Il renvoie d'une part à la qualité de ce qui peut être blessé, et également à la qualité, pour une chose notamment, de ce qui peut être attaqué facilement et devenir une cible pour un adversaire. La vulnérabilité désigne alors le caractère de ce qui est à la merci de la moindre agression, au propre comme au figuré. Il faudra attendre au fond les années 70-80 pour que le terme soit consacré à partir d'un usage beaucoup plus fréquent dans les études nord-américaines. Il est spécifié en effet dans des études interdisciplinaires, dans les domaines du développement, de la santé publique, du climat, de la sécurité, de la géographie, de l'écologie politique. L'un des problèmes majeurs qui se posent alors est celui de la mesure de la vulnérabilité en vue d'en réduire les principaux risques. Intéressant est le fait que les grands organismes internationaux, comme la Croix-Rouge par exemple, vont s'y référer très abondamment pour mesurer les degrés de fragilisation des individus et des populations face à des risques, à des chocs, au stress, et vont tenter d'apporter des réponses en termes de santé, de migration, de réduction des risques, d'abri, pour légitimer au fond des interventions au nom des droits de l'homme.
Ainsi, la conviction se fait jour que les individus sont inégaux dans leur exposition au risque, qui dépend largement de leur classe sociale, de leur genre, de leur identité ethnique. À titre d'exemple, c'est ainsi que les constructions des plus pauvres sont incapables de résister à un tremblement de terre ou à un ouragan. La Fédération internationale de la Croix-Rouge interroge ici la notion de vulnérabilité très précisément. On a donc là, au fond, un mode d'intervention. Grâce à la catégorie de vulnérabilité, on essaie de légitimer un mode d'intervention qui porte sur des populations fragilisées, mode d'intervention qui implique des institutions non gouvernementales. Ainsi donc, la catégorie de vulnérabilité, dont l'usage à l'origine était cantonné au domaine des droits de l'homme et au travail de terrain des organisations non gouvernementales, en milieu urbain ou rural, ce qui d'ailleurs impliquait un rejet par les ONG de la seule ingérence gouvernementale en la matière, cette catégorie de vulnérabilité s'est donc progressivement élargie dans ses usages à tout un ensemble de populations, de domaines et d'interventions. On parle alors de vulnérabilité environnementale, sociale, sanitaire, de publics vulnérables, de vulnérabilité territoriale, de minorités vulnérables, et encore récemment, l'année dernière par exemple, de centrales nucléaires vulnérables, ce qui est assez inquiétant. Vous en conviendrez. Parallèlement, la notion de vulnérabilité mobilisée dans les années 70 à propos des catastrophes naturelles et du développement durable s'est répandue dans toutes les sciences humaines. Elle en vient désormais à caractériser un état de vie de la population qui traverse aussi bien les études sur l'environnement, la santé, la précarité, mais aussi l'enfance. Enfin, remarquons que de non étatique, la référence à la vulnérabilité dans ses usages devient désormais le corollaire de nouvelles formes d'intervention étatique, spécialement dans les domaines du sanitaire et du social. Au point que l'on assiste, et c'est un trait assez remarquable, à la métamorphose d'une catégorie dont l'usage critique initial vis-à-vis des modes classiques de gouvernement, qui avaient tendance à passer sous silence ces réalités, légitimant ainsi le droit d'ingérence humanitaire, s'est transformé justement en mode de gouvernement d'une population. Je voudrais m'intéresser justement à cette transformation d'une catégorie critique en catégorie permettant des formes de gouvernement d'une population. Par où l'on voit, je crois, que la vulnérabilité est dans le même temps, une réalité et une construction. Elle renvoie à des populations fragiles, exposées à des risques précis ou diffus, mais elle est aussi dans le même temps une manière de comprendre ces populations, de les assigner à une fragilité centrale pour mieux les contrôler ou les gouverner. C'est dire donc qu'elle se soutient de l'évidence du constat tout autant que de la construction produite par les sciences sociales ou les formes de politique publique. Le point commun à l'ensemble des interventions engendrées par le jeu de langage de la vulnérabilité est alors la nécessité conjointe de la protection ou du soin. Le fait d'être défini comme vulnérable face à un risque, à une violence, à une situation, engendre un souci renouvelé de la protection et du soin. Et il faut remarquer que c'est bien à l'intersection de ces deux figures que s'impose la référence à la vulnérabilité et avec elle un mode de conduite des conduites humaines, dont les deux modèles sont alors, et nous voilà de plein pied dans notre colloque, le droit pour la protection et, au fond, la médecine pour le soin. Avec, je crois, une mise en concurrence de ces deux dispositifs, sur lesquels il faudra peut-être revenir. C'est que la vulnérabilité dessine effectivement une zone intermédiaire, longtemps passée sous silence, un mixte de sanitaire, de médical et de social, qui nous rend attentifs à la variété des blessures et à l'impression de détresse qui en résulte. Et nos sociétés, au fond, veulent répondre à ces blessures. Elles entendent situer la perception de l'intolérable au niveau de l'impression de détresse qui atteint chaque individu vulnérable. Toute personne en situation de détresse médicale, psychique et sociale doit avoir alors accès à une protection particulière ou à un soin approprié. Deux paradigmes ici se mettent en place, potentiellement concurrentiels, un paradigme juridique de la protection et un paradigme médical du soin.
Aussi, la réponse à la vulnérabilité oscille-t-elle en permanence entre protection et soins, avec une ambivalence entre ces deux éléments. Je souhaiterais, dans un deuxième moment, examiner alors le traitement au fond de l'homme par l'homme qui en résulte, qui est sous-jacent à ce nouveau vocabulaire de la vulnérabilité. Au fond, pourquoi la vulnérabilité est-elle à ce point devenue une évidence pour nous définir comme êtres humains? Pourquoi, au fond, sommes-nous devenus des individus vulnérables? Et encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il s'agit là d'une construction. Et je crois qu'il revient à la philosophe, entre guillemets, d'analyser, d'un point de vue presque épistémologique, les présupposés de ces constructions dans les jeux de langage et aussi dans les rapports de pouvoir. Je partirai alors d'une surprise en disant la chose suivante. L'individualisme, qui valorisait l'autonomie et l'indépendance, a engendré au fond la vulnérabilité et la dépendance. Le vocabulaire de la souffrance est désormais à ce point développé que chacun se reconnaît ou se reconnaîtra dans les innombrables diagnostics de la souffrance sociale et psychique engendrée par l'organisation du travail, l'absence de travail ou par le travail précaire. C'est au point que l'individu souffrant, pour reprendre une expression d'Ehrenberg dans l'individu incertain, c'est au point que, je cite, l'individu souffrant a, semble-t-il, supplanté l'individu conquérant. Pas une expérience, en effet, qui ne se dise aujourd'hui dans les termes de la fragilité, pas une situation qui ne se révèle potentiellement dangereuse. Et de fait, il faut remarquer que la vulnérabilité est bien située entre le risque d'un côté et la dangerosité de l'autre. On se sent vulnérable devant un danger, d'ailleurs, au sens strict, plutôt que devant un risque. Il y a danger quand un risque est perçu comme entraînant une menace. Les risques, du moins dans l'argumentaire classique qui leur est consacré depuis Ulrich Beck, sa fameuse société du risque, ne sont pas perçus directement. Ils restent, pour reprendre une expression d'Ulrich Beck, la plupart du temps invisibles, requièrent des interprétations causales, se situent donc seulement et exclusivement dans le domaine des connaissances qu'on a d'eux. De ce fait, ils sont le plus souvent ignorés ou leur importance est sous-estimée. La vulnérabilité s'articule, elle, en revanche, à une conscience précise d'un danger. Je me sens vulnérable à un moment précis, qui peut prendre la forme d'une menace, ou elle s'articule à la conscience diffuse de l'ubiquité du risque, qui nous fait craindre qu'on puisse être touché à tout moment. En ce sens, la société de la vulnérabilité n'est pas qu'une société du risque. Le risque est objectif alors que la vulnérabilité est subjective. Elle implique l'individu qui se sent souffrant. Elle est davantage, en ce sens, une société de la menace. D'ailleurs, dans un article écrit après le 11 septembre, portant sur le risque globalisé, le sociologue allemand Ulrich Beck affirmait que, à propos de la menace terroriste, qu'elle nous rend vulnérables en même temps qu'elle suscite une demande accrue de protection. Vivre sous la menace, ou même, pour reprendre un titre du Courrier international il y a une semaine, avec la menace, c'est alors se sentir en état d'insécurité permanente et réclamer de ce fait une protection jugée manquante. Comme le souligne le sociologue Robert Castel, la problématique des protections se redéfinit autour de la figure de l'individu moderne qui fait l'expérience de sa vulnérabilité. L'aspiration à la sécurité, qui travaille donc nos sociétés sur deux versants, juridique et social, est donc la rançon d'une vulnérabilité individuelle généralisée. Comment comprendre cette extension sans précédent? Sans aucun doute, de mon point de vue, comme le signe d'une mutation anthropologique. Je veux dire par là qu'un nouveau régime d'individualité est bien en train d'advenir. Ce n'est pas, au fond, comme l'affirme Ehrenberg, de valorisation de la vie privée dont il s'agit, mais bien davantage de la montée en puissance de la norme sociale de l'autonomie. Or, le fait que les individus soient toujours plus conduits à se prendre en charge eux-mêmes, sans le secours de normes sociales traditionnelles, les expose à des défaillances d'autant plus grandes, à une peur de la vulnérabilité, qu'ils ne sont soutenus par personne. Par ailleurs, la hantise de l'accident redéfinit également l'individu en individu en quelque sorte négatif.
pourrait dire donc qu'après l'individu positif de l'individualisme dans sa première étape, vient le temps de l'individu négatif. Ce dernier ne désigne plus seulement l'individu rejeté dans les marges de la vie sociale, l'inutile d'hier, l'exclu d'aujourd'hui. Il fait référence à une zone irréfragable de l'individualité, la vulnérabilité, rendant nécessaires des soins appropriés et des soutiens particuliers. On voit par là que si le sentiment de vulnérabilité se diffuse, ce n'est pas seulement parce que chacun peut se sentir individuellement concerné par la possibilité d'être blessé, mais plus encore parce qu'un nouveau régime de définition de l'individu comme être vulnérable est en train d'advenir sous nos yeux. Et c'est en ce sens, je terminerai mon intervention par là, pour respecter le temps, c'est en ce sens que s'est imposée la vulnérabilité comme question sociale. D'où mon troisième point. Pourquoi la vulnérabilité est-elle devenue notre question sociale d'aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là une chose très simple, nous ne sommes plus au temps des misérables, mais bien au temps des vulnérables. Les misérables d'hier, décrits magnifiquement par Victor Hugo, ont cédé la place aux vulnérables d'aujourd'hui. Alors bien sûr, ceci ne signifie pas qu'il n'y a plus de misérables en tant que tels. J'ai pris soin de dire qu'il s'agit d'un jeu de langage que j'analyse, beaucoup plus d'ailleurs que d'un réel. Le sans-domicile fixe d'aujourd'hui, tout comme le sans-papier, révèle une même phénoménologie, une même description de la misère, dans laquelle l'un des problèmes principaux est bien de parvenir, pour le SDF, à rester visible, ou pour le sans-papier, à devenir visible. Au point d'ailleurs qu'un sociologue a pu écrire à leur propos, miséreux, parodiant Marx, miséreux de la représentation, exposez-vous. Cependant, je tiens qu'un nouveau paradigme politique et social est en train d'émerger, qui ne se laisse plus ramener à la grille d'intelligibilité de l'exploitation, ni même de l'exclusion, car elle porte en réalité sur, non pas l'exclusion, mais sur l'inclusion en tant que telle. La vulnérabilité, c'est la question sociale de l'inclusion, alors que la misère, c'est la question sociale de l'exclusion. La vie sociale n'est plus en effet seulement appréhendée depuis les pathologies sociales classiques qui la dénaturent et en renversent le principe ordonnateur. Elle n'est plus traversée par ce grand malheur de l'exploitation, plus seulement, ou par l'injustice de l'exclusion. C'est au cœur même de son cours ordinaire que réside le problème, dans l'attachement des vies des uns aux autres, dans cela même qui nous réunit. Nous pouvons être vulnérables par le fait que nous vivons ensemble. Donc ni le degré 1, ni même le degré 2 de la vie sociale, mais bien son degré 0, c'est-à-dire le mode d'attachement à la vie sociale. Dire que la vulnérabilité est bien la nouvelle question sociale revient alors à présupposer, à l'instar de Robert Castel, que la question sociale, c'est la définition qu'il donne de celle-ci, est une aporie fondamentale sur laquelle une société expérimente l'énigme de sa cohésion et tente de conjurer le risque de sa fracture. Ou encore, cela revient à souligner ce que souligne Pierre Rosanvallon lorsqu'il affirme, je le cite, que l'avènement d'une nouvelle question sociale se traduit par une inadaptation des anciennes méthodes de gestion du social. La vulnérabilité est bien une question sociale, car l'existence d'une vulnérabilité de masse interroge le lien social en tant que tel et les formes de la solidarité contemporaine. Elle est bien la nouvelle question sociale, car elle met en crise les technologies réparatrices du social qui avaient été liées à l'avènement d'une sécurité sociale, et elle induit, je dirais, pour terminer, un certain gouvernement des vies fragiles, une manière de conduire la conduite des plus faibles, en ayant pour enjeu non plus tant d'abolir le mal social qui ronge la vie sociale, que de laisser le social en l'état, en veillant au fond à ce que la vulnérabilité des uns ne remette pas en cause la vie sociale des autres. D'un côté, donc, la référence à la vulnérabilité suscite une volonté renouvelée de protection, dont le droit doit tenir compte. D'un autre côté, et c'est le point pour moi le plus remarquable, le gouvernement des vulnérables
au travail, par exemple, à la recherche du travail. Il faudrait ici analyser de très près des dispositifs comme le RMI et le RSA, et en particulier s'intéresser à l'évolution, cela a été fait, du passage du RMI au RSA dans la mobilisation des sujets eux-mêmes concernés par ces dispositifs. Mais d'un autre côté, justement, le gouvernement des vulnérables contemporains implique de plus en plus leur mobilisation au sein des dispositifs sociaux eux-mêmes. Là est, je crois, l'événement capital. Une telle mobilisation que l'on voit à l'œuvre dans, par exemple, le dispositif du RSA, présuppose que le vulnérable est encore en capacité de lutter contre la fragilité dont il est l'objet. De telle sorte que le dispositif d'aide, de soutien, d'accompagnement que le vulnérable sollicite, il ne peut le solliciter que sous la condition expresse qu'il fasse preuve de bonne volonté, d'une activité, qu'il déploie toute une action pour lutter contre sa propre fragilité. En ce sens, le vulnérable n'est pas le fragile. La fragilité est un concept déficitaire. Je veux dire par là que ce verre qui n'est pas en cristal, mais imaginons qu'il le soit, est fragile parce que si je le laisse tomber, il se brise, alors que la vulnérabilité est un concept capacitaire. Je veux dire par là que le vulnérable, c'est celui dont on présuppose qu'il est en capacité de lutter contre sa propre vulnérabilité. Et je conclus en soulignant que tous les dispositifs de soins sociaux contemporains ont tendance à présupposer justement le sujet fragilisé comme un être capable, et c'est pourquoi il se réfère si abondamment à la notion de vulnérable. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette ouverture qui nous montre à quel point le sujet est large, qui nous fait tous réfléchir. Donc je vais tout de suite continuer, donner la main à Patrick Savidan, qui est professeur de philosophie à l'Université de Poitiers, et qui va continuer dans cette direction en abordant le sujet de la vulnérabilité et la domination.